Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater dans le titre, il s'agit donc d'une FAQ spéciale La Loge. Alors évidemment pour ceux qui suivaient les Vlogmas, l'annonce que j'ai fait avant-hier sur les réseaux sociaux n'a surpris absolument personne, puisque La Loge c'est un projet dont vous avez déjà entendu parler depuis décembre 2024. En effet, je vous avais annoncé et partagé un peu le quotidien de ma nouvelle entreprise durant les Vlogmas, mais il fallait que je l'annonce aux autres, aux moldus, j'ai envie de dire. Et je l'ai fait avant-hier et je suis très heureuse. C'est une sorte de soulagement parce que j'étais déjà très contente de vous l'avoir annoncé à vous. Mais là, ça y est, c'est dit à qui veut l'entendre. C'est comme si, ça y est, tout le monde fait partie de l'aventure d'une certaine façon et tout le monde est au courant. En tout cas, qui le veut. Suite à cette annonce, j'ai reçu pas mal de questions évidemment autour du projet et je me suis dit que le mieux c'était de répondre en vidéo avec des réponses longues parce que répondre dans les commentaires et tout c'est compliqué, c'est limité en caractères et puis voilà, c'est l'occasion de discuter entre vous et moi et puis d'aborder un peu tous les sujets en prenant tout le temps dont on a besoin. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne à travers cette vidéo, et bah déjà bienvenue, je m'appelle Mélodie, mon surnom c'est Mélo Coco et donc je viens de lancer mon entreprise qui s'appelle La Loge, qui est une future friperie dans laquelle nous revendrons des costumes issus de productions audiovisuelles. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, La Loge s'articule en deux entités. Il y a la Loge Collect, c'est la société de rachat auprès des productions. Et il y a la Loge Store, c'est la future boutique, la future friperie, le futur shop quoi. Alors, disclaimer tout de suite, j'ai une chaise qui grince. Donc voilà, j'ai pas pété en vidéo, je préfère le dire. On peut entamer la vidéo correctement maintenant. Donc, j'ai récolté plusieurs questions suite à ma petite boîte à questions sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, eh bien je vous invite à me suivre tout de suite. Le lien est en barre d'infos, etc. Vous connaissez la chanson. Donc j'ai reçu plusieurs sortes de questions. Il y a un peu quand même le même style de questions qui revient et c'est là où c'est intéressant parce que ça me permet de savoir où sont vos interrogations et peut-être aussi quels sont les points où j'ai peut-être pas bien expliqué. En tout cas, c'est très intéressant pour moi tout ça. On va commencer donc avec des premières questions qui sont un peu autour de l'aspect société, création d'entreprise, tout ça. Comme je l'explique encore une fois dans la vidéo, je ne fais pas tout ça seule et je me suis associée avec mon amie qui est aussi productrice et qui s'appelle Sarah Gélin. Transition toute faite. Putain, cette chaise! Transition toute faite vers la première question qui est: avez-vous besoin d'investisseurs? Est-ce que vous avez fait 50-50 ou la boîte appartient aussi à quelqu'un d'autre? Donc sur La Loge, on est associé avec Sarah Gélin à 50-50. Il n'y a pas d'autres investisseurs, la boîte nous appartient à toutes les deux. La répartition s'est fait ainsi, je suis présidente et elle est directrice générale. Et non, pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'investisseurs, nous nous débrouillons toutes seules. Il y a une deuxième question un peu dans ce même domaine qui est: comment financez-vous le projet sachant que pour le moment vous ne vendez pas encore? Et ça c'est une super question et c'est un peu toute la difficulté de ce projet, c'est que pour l'instant on dépense beaucoup et on gagne pas. Puisque pour l'instant on a juste lancé la partie collect. Le but c'est de créer notre stock, donc d'acheter. Contrairement à une friperie qui ouvrirait dans 15 jours et qui a besoin de faire son stock peut-être en une ou deux fois en allant acheter des ballots de fringues par exemple, et ben nous on a besoin de temps parce qu'on a besoin de se faire connaître en tant que société de rachat de costumes. Donc tout ça prend beaucoup de temps et donc du coup on se finance en fonds propres, c'est notre investissement personnel, c'est nos économies. On n'a pas fait d'emprunt à la banque et donc c'est nos économies qui s'envolent jour après jour comme ça. C'est assez vertigineux effectivement parce que comme dans toute entreprise qui se lance, on aimerait qu'il y ait des sorties et des rentrées d'argent, mais bon on a bien conscience aussi que tant qu'il n'y aura pas la boutique, il n'y aura pas de rentrée d'argent. C'est là où il y a toute une difficulté de trouver le juste milieu entre prendre le temps de bien faire nos collectes, de bien créer notre stock, d'évaluer la fréquence à laquelle rentrent nos stocks pour se dire ok donc on a à peu près X nombre de pièces qui rentrent par mois, donc en fait on peut se permettre de maintenir une boutique à flot. Donc il y a ce laps de temps là à évaluer et en même temps ne pas ouvrir la boutique dans trop longtemps parce que chaque mois qui passe c'est des dépenses supplémentaires sans rentrée d'argent, donc c'est vraiment nos économies qui s'envolent comme ça. Donc j'enchaîne tout de suite avec des questions qui sont vraiment dédiées à la partie rachat de costumes, donc l'entité La Loge Collect. Le principe il est relativement simple, c'est que si vous êtes une production, si vous venez de terminer un tournage, si vous avez des costumes sur les bras dont vous pouvez identifier l'origine, de quel film ça provient, etc. Et bien nous on est là et on se déplace et on vient chez les productions, dans les stocks, etc. pour racheter les costumes. On a créé une grille tarifaire qui est très bien ficelée et ça nous permet une fois sur place de faire l'inventaire des pièces restantes, de valoriser
ce stock, de lui donner une valeur en fait. Et donc à la fin, ça nous permet de faire une proposition de rachat aux productions et si elle est acceptée, de partir avec les vêtements. Et donc je vais commencer tout de suite avec une première question, comme ça le sujet sera abordé. Les films n'achètent pas de seconde main pour leur tournage? Alors si, bien sûr que si. Il y a plein de costumiers et de costumières qui achètent en seconde main, évidemment. Il y a aussi beaucoup de productions qui fonctionnent avec des locations et c'est de plus en plus puisque eh bien, les productions audiovisuelles aujourd'hui doivent rendre des comptes sur leur bilan carbone. Donc bien sûr que les costumiers et les costumières sont soucieux de ça aussi. Malheureusement, au costume, on est souvent dépendant de beaucoup de contraintes. La première étant, je vais vous donner un exemple, un comédien va porter une tenue pendant une journée dans le film, mais cette journée dans le film va prendre 2 semaines à tourner. Et donc il est évident que le comédien ne va pas porter la même tenue tous les jours. Il faut soit la laver, soit l'abîmer pour des questions d'usure dans le film. Par exemple, le comédien il se lève le matin dans le film et puis l'après-midi il va se battre. Il peut y avoir du sang sur sa tenue ou elle peut être déchirée. Pour ça on a besoin du costume en version intacte et du costume en version abîmée. Et donc pour ça, souvent on a besoin de la tenue en double, en triple, voire en quadruple exemplaire. Il y a aussi la contrainte des cascadeurs par exemple. Je pense notamment au film sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle 6 jours. Samy Bouajila, il y a une scène où il est doublé par 3 personnes. Et donc pour ça, il me faut la tenue du comédien en triple exemplaire, juste pour les cascadeurs qui vont tous venir la même journée et qui ont besoin d'être habillés de la même façon sans se faire passer les fringues d'une personne à une autre. Il y a aussi une autre contrainte, c'est que par exemple, pour faire un essayage avec un comédien, pour trouver la tenue qui va être sélectionnée, on a besoin de faire plusieurs propositions, donc de mettre à disposition je vais te dire ça au pif, mais pour une tenue, on a besoin d'avoir 4 propositions, par exemple. Et donc, quand le comédien va essayer ces 4 propositions et qu'on va en garder une, que fait-on des 3? En général, si c'est des vêtements neufs avec les étiquettes, etc., au même titre que quelqu'un aurait pu essayer en cabine, le temps d'enfiler, de se rendre compte que ça ne va pas, et bien souvent, on ramène ces vêtements non portés au magasin pour se faire rembourser et pour respecter le budget, tout simplement. Et souvent, l'achat en seconde main ne permet pas de rembourser. Ce qui fait que si, par exemple, pour une tenue, j'en ai acheté 4 en seconde main pour avoir le choix, et bien une fois qu'on a choisi la tenue, les 3 autres tenues sont sur les bras. Donc ça c'est un peu dommage. Je fais une petite parenthèse avec la partie boutique. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup proposer aux costumières, c'est de faire un peu comme certaines grandes marques le font pour le cinéma, c'est-à-dire que plutôt que d'acheter les vêtements, de les essayer et de revenir avec les choses qui n'ont pas été choisies et de se faire rembourser, il y a plein de marques qui travaillent en collaboration avec les costumiers qui disent voilà, je vous prête 10 pièces, vous faites votre essayage et vous ramenez ce qui ne va pas et vous payez que ce que vous gardez. Ça c'est un vrai système qu'on utilise beaucoup au costume, ça évite d'avancer de l'argent, ça évite aux boutiques d'avoir des rentrées et des sorties d'argent pour la comptabilité, c'est compliqué, et c'est souvent beaucoup plus pratique. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien proposer à mes collègues, ça peut faciliter à l'achat de seconde main encore plus pour des projets de films ou de séries ou de théâtre, que sais-je. Voilà. J'ai du mal à faire vite et efficace. Mais en fait, c'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir étirer quoi. Donc j'espère que ça va pas être trop chiant pour vous. On me demande aussi à quel tarif vous allez racheter des pièces de Zara, etc. J'en ai plein de tournages. Et ben justement, on a créé avec Sarah une grille tarifaire très précise par catégorie de vêtements où on propose un prix de rachat qui est relativement bas parce qu'il inclut aussi nos frais de déplacement, nos frais de gestion, notre organisation, le fait qu'on fasse un inventaire, le fait qu'on valorise tout ça et aussi le fait que je n'ai pas du tout envie de revendre la peau du cul dans la boutique et ça on y reviendra plus tard parce que c'est une question qui revient énormément. Donc comme on estime un petit peu proposer aussi une solution de débarrassage auprès des productions, c'est-à-dire que on propose de l'argent alors que personne d'autre ne fait ça. Tous ces costumes, c'est soit ils les stockent, soit ils les donnent, soit ils les jettent, malheureusement ce sont des choses qui arrivent et nous, plutôt que de dire ne jetez pas, je vous motive à ne pas jeter en vous proposant un petit billet. En gros c'est un peu ça. Donc c'est à tout petit prix, mais tout le monde s'y retrouve. Moi je suis gagnante, j'achète pas trop cher, ce qui me permet de vous proposer plus tard des tarifs qui sont intéressant. La production, au lieu de gagner 0 €, gagne de quoi payer par exemple son pot de fin de tournage, de quoi rembourser quelques dépassements qu'il y a pu y avoir pendant la production du film, je ne sais pas, mais en tout cas tout le monde est gagnant, donc je pense que tout le monde s'y retrouve. Il y a une question qui est beaucoup revenue, pas tellement dans la FAQ, je l'ai eu qu'une seule fois, mais par contre je l'ai eu beaucoup en commentaire de post, donc ça va être l'occasion d'y répondre. Et la question c'est il y a un marché pour les costumes qui viennent du théâtre aussi ou non. Alors on n'est pas du tout fermé au théâtre. En fait nous le concept c'est qu'on veut pouvoir citer l'œuvre d'où provient le vêtement. Que ça vienne d'une série,
d'un court-métrage, d'un film, d'une production de YouTube par exemple. Je pense à ça parce qu'on a récolté beaucoup de pièces de chez Webedia. Pour ceux qui connaissent un peu YouTube, vous le savez, Webedia c'est une grosse structure de production de contenu de youtubeurs. Et ben on n'est pas non plus du tout fermé au théâtre. Par contre, il est important de préciser que on veut des vêtements qui soient en bon état. On veut des vêtements qui soient contemporains, vintage, un vintage un peu plus vieux, pas de problème. Mais on évite tout ce qui est costume d'époque, des robes qui sont un peu difficiles à porter dans le quotidien ou ce que j'aime pas ce terme mais ce que j'aurais tendance à appeler le déguisement. Tout ça on ne reprend pas pour l'instant. Bien sûr que j'adorerais avoir une boutique de 150 mètres carrés et proposer vraiment tout un panel de costumes dans toute la définition du terme costume, mais je pense qu'on va devoir commencer avec une boutique assez petite, et donc j'ai envie de proposer vraiment du vêtement de seconde main portable au quotidien. Voilà, moi c'est ce que je veux vraiment proposer, donc pour les gens du théâtre qui ont des costumes sur les bras, n'hésitez pas à nous contacter, on se déplacera avec plaisir pour venir voir, et on vous dira ce qu'on prend ou pas. En cas de vêtements en mauvais état dans les stocks récupérés, qu'en faites-vous? Et en voilà une super question. Quand on fait nos collectes, on a notre grille tarifaire, et on va y inclure tous les vêtements qu'on sélectionne et qu'on valorise et donc qu'on paye. On inclut aussi les choses que l'on ne reprend pas financièrement. C'est-à-dire tous les vêtements qui sont déchirés, tachés, abîmés, de trop mauvaise qualité, on les met de côté et ça, à la fin de l'inventaire, on dit voici toutes les pièces que l'on ne vous rachètera pas. Soit on vous les laisse et vous en faites ce que vous voulez, soit on les prend avec nous et on s'engage à les recycler convenablement. En général, les productions finissent par nous les laisser parce qu'en fait, eux, leur but c'est de vider le stock et ils ont aussi la volonté de ne pas mettre à la poubelle. En général, ils aiment bien l'idée de dire mais je suis très content si c'est très bien traité avec vous, donc allez-y, prenez-les. Qu'est-ce qu'on en fait? Tous les vêtements qui sont portables, on les donne à des associations qui vont soit les donner à des gens qui sont dans le besoin, soit organiser des braderies où ils vont pouvoir vendre des livres, des vêtements, plein de choses, et avec cet argent collecté faire des maraudes. Je pense notamment à l'association Mia. Donc là on les a déjà rencontrés et on aimerait vraiment mettre en place quelque chose pour dire voilà en fait nous dès qu'on fait des collectes, s'il y a des choses qu'on peut vous redonner derrière, ça c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait mettre en place avec eux notamment. Pour tout ce qui est importable, déchiré, trop usé, machin, il y a plein d'entreprises qui récupèrent les textiles pour en faire par exemple des couches isolantes ou des briques ou plein de choses qui permettent d'isoler les maisons par exemple, et ça c'est assez fascinant. On est justement en phase de recherche de ce genre d'entreprise, j'en ai trouvé une dans le nord de la France par exemple. Il faut qu'on se mette en contact avec eux pour bien définir quelles sont les matières qu'ils reprennent, les matières qu'ils ne reprennent pas. Si jamais vous avez des noms de ce genre d'entreprise à me donner, mais alors n'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que vraiment on est en plein dedans en ce moment. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de récupérer ces vêtements, de voir ce que nous on peut revendre, parce que nous on veut vous vendre des vêtements qui soient en parfait état, ce qu'on peut donner et ce qui peut aller au recyclage. En fait nous le but c'est que rien ne finisse dans les bennes, sur les plages du Ghana, etc. au bout du monde. Ça c'est vraiment l'objectif. Il y a aussi un autre truc dont j'aimerais vous parler, mais ça c'est une projection qui est très loin, mais j'adorerais aussi créer une sorte d'atelier où s'il y a des vêtements par exemple qui sont pas vendables, pourquoi pas les transformer en sac à main par exemple. Non mais je dis ça parce que j'ai fait beaucoup de sacs à main upcyclés sur YouTube et sur Twitch notamment, donc les Twitchos qui me suivaient sauront de quoi je parle. Donc je pense qu'on peut passer à la catégorie qui a reçu le plus de questions, qui est évidemment ce qui vous intéresse le plus et c'est bien normal, c'est la partie boutique, donc c'est la loge store. Donc ça c'est la question qui revient non seulement dans la FAQ, non seulement sous les commentaires, mais alors c'est la question qui revient le plus dans la vraie vie. Donc c'est: as-tu déjà trouvé le local pour ta friperie, et surtout où voudriez-vous ouvrir la boutique idéalement? Alors non, on n'a pas encore trouvé le local, donc comme je l'ai expliqué, pour le moment on est vraiment en phase d'évaluer la fréquence à laquelle le stock rentre, parce qu'en fait on a fait beaucoup de rentrées en décembre, on a fait quelques rentrées en janvier parce que forcément après fête il y a moins de tournages qui se terminent, donc c'est un peu plus calme, et donc on espère vivement que ça va reprendre en février, un peu à la fréquence qu'on a pu avoir en décembre. Maintenant, admettons un scénario négatif, imaginons nous n'avons plus du tout de rentrée de stock, et bien en fait le concept ne fonctionne pas. Si il n'y a pas de production qui nous appelle pour nous dire voilà moi je viens de terminer ce film, j'ai 2 portants de fringues sur les bras, et ben en fait mon concept ne fonctionne pas. Alors je ne dis pas que je vais pas trouver un autre système, une autre manière d'ouvrir ma friperie, je ne sais pas, je n'écarte pas toutes les solutions, mais en tout cas le concept de revendre majoritairement des costumes issus de production audiovisuelle ne fonctionnera pas. C'est pour ça que pour l'instant on visite des commerces, mais surtout par
curiosité, pour vraiment être préparé, anticiper et pouvoir aussi se projeter, de savoir quels sont nos besoins, nos envies, qui nous semblent judicieux en fait, mais on n'a pas encore le local, on n'a pas les clés quoi. Et alors à la question, où voudriez-vous ouvrir votre boutique? Paris intramuros, ça c'est sûr et certain. Au niveau de l'arrondissement, il y a des envies. Moi je suis une fille du 18e, j'habite à Paris 18 depuis que j'habite à Paris. Je rêverais d'avoir une boutique dans le Paris d'Amélie Poulain. Maintenant, je suis à l'écoute aussi de quelque chose de pratique pour tout le monde. Beaucoup de gens nous parlent du centre. Moi je suis pas très convaincue avec le fait d'être dans le Marais avec toutes les friperies, puisque je propose une friperie qui raconte une autre histoire, donc je suis convaincue que les gens n'ont pas besoin d'être dans une zone à shopping pour venir me voir. Je sais qu'il y a des friperies qui cartonnent et qui peuvent être à l'autre bout de Paris, les gens y vont quand même. Maintenant voilà, on regarde tout. On regarde à Montorgueil, on regarde dans le 18e, on regarde dans le 11e arrondissement, on regarde un peu partout et on pense aussi que ça va se jouer sur eh bien quel lieu nous correspond le plus en termes de prix déjà, en termes de disposition. On sait qu'on a besoin d'une surface de vente mais aussi d'une grosse surface de stockage au sous-sol, ça c'est hyper important. Donc ça va surtout se jouer à quel local est cohérent avec nos besoins et nous semble assez accessible pour le plus grand nombre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez être le plus adéquat en termes d'arrondissement de Paris. Je vous écoute. Actuellement, tu espères pouvoir ouvrir la friperie quand? Avec Sarah, on a décidé qu'on prendrait sûrement la décision en mars. On espère que à ce moment-là, on aura une vision plus globale de la rentrée de stock. Et du coup, en fait, on envisage un peu 2 dates. C'est des dates un peu globales, hein. Je suis désolée, j'ai pas encore de date précise, mais on envisage un printemps 2025. Vraiment du fond de notre cœur, on l'envisage. Évidemment, pour l'aspect rentrée d'argent, cette période nous arrangerait. Maintenant, si on estime que c'est trop précipité, on pense à rentrée 2025, donc septembre 2025. Mais j'y crois, je pense que ça va le faire. Alors j'ai une question qui m'a un peu interpellée, qui est: vous n'avez pas peur de devoir faire face à un énorme rush quand vous ouvrirez? Je sais pas ce que t'as voulu dire par là. Est-ce que tu veux parler de rush humain? Genre, est-ce que tu veux me dire, genre t'as pas peur que le jour où t'ouvres la boutique, il y ait une queue de 600 mètres dans la rue? Non, parce que je crois que j'ai pas assez confiance en moi pour me dire que les gens vont venir et créer un embouteillage. Moi j'ai plutôt peur qu'il y ait personne, à vrai dire. En fait je sais pas quoi répondre à cette question. Ouais en fait ma terreur serait plus placée sur y a personne quoi. Ça plaît pas, tout le monde s'en fout, tout le monde trouve ça nul. Ouais. Non, j'ai pas peur qu'il y ait un rush. Écoute, franchement, on se le souhaite, non? Ouais, on se le souhaite. Si c'est ça, je trouverai des solutions. Vous inquiétez pas. Non mais j'y ai pas pensé, j'avoue je l'ai pas envisagé. Ensuite on va passer à une catégorie de questions qui sont plus sur le contenu de la boutique, de qu'est-ce qu'on va proposer, comment c'est ordonné, comment on va présenter les choses, les prix, etc. Et l'inclusivité. L'inclusivité c'est un sujet qui est beaucoup revenu. Alors je commence par la première qui est: vas-tu créer des catégories comme par exemple 70s, chic, underground, etc. Alors c'est une super question. Je me suis beaucoup interrogée, mais tu me refais m'interroger. Là, je vais te répondre sur l'instant. Évidemment que je peux changer d'avis, mais non. En fait, j'ai vraiment envie de proposer des vêtements de tout type, de tout genre, de tout style, et que les gens puissent vraiment créer leur propre style ou se définir un propre style, ou s'ils l'ont déjà avant de rentrer dans la boutique, de trouver des pièces qui correspondent à leur style. Mais j'ai pas envie d'imposer un style. J'ai pas trop envie de dire bah ici vous avez la partie 70s et si vous n'avez pas à vous habiller dans ce look là, ça sert à rien d'y aller. Moi j'ai envie que les gens ils fonctionnent au coup de cœur, genre qu'ils trouvent dans le rayon des robes, par exemple, une robe 70s et une robe hyper actuelle, peu importe si elle date de 10 ans ou de l'année dernière, j'ai juste envie que la personne se dise: ah moi je m'y retrouve, moi je me retrouve dans cette tenue, je vais l'essayer, moi je me sens bien là-dedans, ça me correspond et ça part. Et d'ailleurs, tu me poses pas la question, mais je suis encore dans une réflexion de est-ce que je fais un rayon homme et un rayon femme ou est-ce que je mets tout ensemble? Et je me pose même la question, parce que moi, par exemple, je m'habille chez les hommes. Je veux dire, on est en 2025, si une personne, et peu importe son genre ou son sexe, veut porter une jupe,
et que cette personne porte une jupe en fait. Donc vraiment ça, je suis encore en phase d'interrogation, donc je veux bien votre avis là-dessus. Donc à la question, y aura-t-il des vêtements hommes? Alors absolument, absolument, je trouve cette question même folle. Il y aura des vêtements hommes, il y aura des vêtements femmes, et il y aura même des vêtements enfants. On m'a demandé, et je trouve cette question folle, et je pense qu'elle n'est pas du tout... En fait, attention, je ne tape pas sur la personne qui a posé la question, c'est juste que, en toute honnêteté, je suis presque choquée qu'on la demande. Si cette personne a posé la question, ça veut dire que c'est pas toujours le cas. Et la question est, réfléchissez-vous à l'inclusivité dans votre projet? Évidemment que je vais répondre oui, il faudrait être fou pour répondre ah non pas du tout. Bien sûr que je réfléchis à l'inclusivité, mais je fais plus que réfléchir à l'inclusivité. Je veux pouvoir proposer de tout et pour tout le monde dans ma boutique. Mais ça c'est le nerf de ma guerre, ça c'est clair et net. Est-ce que je vais réussir à le faire aussi bien que j'aimerais? Je ne sais pas, parce que la difficulté c'est que je vais proposer de la seconde main, donc dépendante de ce qui existe déjà. Je veux dire, je ne crée pas une marque de fringues. Je ne fais pas tout ce que je veux. Si demain je crée une marque de fringues, libre à moi de créer toute taille, tout style, tout genre. Mais là je suis dépendante de petit 1, ce que la seconde main nous propose, petit 2, de ce que le cinéma veut bien me proposer. En tout cas, évidemment que je réfléchis à l'inclusivité, j'y pense constamment. Je continue sur les questions de taille. Comment allez-vous gérer les tailles? Y aura-t-il des possibilités pour les personnes grosses? Alors comme je viens de l'expliquer, évidemment que mon objectif est de pouvoir proposer des vêtements pour toutes les personnes. Sachez que j'ai déjà récupéré des pièces de grande taille. Quand je dis de grande taille, c'est-à-dire que je dois avoir des pantalons donc au-delà du 46, 46, 48, 50 et des vêtements en 2, 3, 4, voire même 5XL si je ne dis pas de bêtises. Évidemment, je vais être en toute transparence avec vous. Ce n'est pas pour l'instant la majorité des pièces que je vais avoir dans mon stock. Mais pour répondre à justement ce genre de questions, inclusivité de taille, inclusivité de style, inclusivité de genre, je n'exclus pas le fait de chiner moi-même pièce par pièce des vêtements que je pourrais proposer comme la sélection de la costumière au sein de ma boutique. Donc continuer à faire sens avec le cinéma français en disant ben voilà, en tant que costumière j'ai fait ces trouvailles et je vous les propose. Et donc toutes ces pièces là je les chine et je les mets de côté parce que ça peut être un petit side stock qui pourrait me permettre de répondre à toutes ces problématiques là. Pourriez-vous envisager de vendre les costumes utilisés dans les films d'époque pour les fans de vintage? J'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure, je pense avec le théâtre. Bien sûr que on n'est pas du tout limité au vintage. Justement, ce que j'aime avec le projet de la loge, c'est qu'on propose à la fois des vêtements vintage, mais des vêtements qui sont ultra contemporains, qui datent de la saison dernière. Et je trouve ça hyper intéressant parce que en friperie, on trouve beaucoup de vintage. Et je sais que parfois des personnes ne s'habillent pas en seconde main parce que tout le monde n'a pas envie d'être habillé dans un style 80, dans un style 70. Il y a des gens, et je pense aux gens qui vont beaucoup sur Vinted, qui veulent des vêtements déjà portés, de seconde main, pour des raisons écologiques, pour des raisons financières, parce que c'est plus intéressant, et je veux répondre à cette clientèle-là. Et c'est ce que j'adore avec ce projet de la loge, c'est que quand on fait des collectes, en fonction du style de film, et ben on a un style de fringue qui est complètement différent. Donc là, pour l'instant, je vous donne un exemple, on a récupéré un film qui se passe dans les années 80, donc on a récupéré des super pièces vintage années 80, mais aussi des pièces récentes qui ont une allure un peu 80. On a des vêtements qui proviennent de films ultra contemporains, on a des vêtements qui proviennent de films avec des enfants, donc beaucoup de vêtements kids, mais on a aussi récupéré par exemple un film d'anticipation, et donc on a des vêtements qui sont ultra modernes, voire dans l'esprit du film d'anticipation, mais qui sont de la collection de cette année et que vous pourrez retrouver à la loge du coup sans payer le plein tarif du vêtement neuf. Aucune question, beaucoup d'amour. Et bah écoute, franchement je prends. Je vais passer à la catégorie de questions concernant les prix de vente, parce que ça évidemment c'est le nerf de la guerre aussi et c'est la chose qui vous intéresse le plus. Pensez-vous pouvoir proposer des petits prix? Alors j'espère que oui. Que les choses soient bien claires, on rachète les stocks, c'est pas du don, donc on pourra jamais s'aligner sur des magasins associatifs. On sera jamais au prix Emmaüs, on sera jamais au prix Guérisol, parce que c'est pas du tout le même système d'approvisionnement. Et je pense que si vous êtes un petit peu féru de seconde main, c'est des discours que vous avez déjà entendus et vous le savez. Néanmoins, je n'ai pas du tout l'intention de vendre à prix exorbitant, comme certains ont pu le dire dans les commentaires de la vidéo avant même que le truc existe. Sachez que quoi qu'il en soit, je vendrai moins cher que le prix neuf. Je ne vendrai pas les pièces plus chères qu'elles ne sont neuves sous prétexte qu'elles ont été
dans un film. C'est pas du tout le projet. Le fait que ça provienne d'un film est vraiment purement anecdotique. Je vais pas vous vendre un t-shirt Zara 40 balles parce qu'il a été porté par tel ou tel acteur dans le film. C'est pas du tout ça le projet. On restera sur des prix moins chers que le prix neuf. Toujours, toujours. Est-ce que c'est du petit prix, genre prix associatif? Non. Je vais pas vous vendre des vêtements à 1 euro ou à 2 euros, mais ce sera toujours plus avantageux que d'acheter neuf. Donc, toujours bénéfique pour le porte-monnaie et pour la planète. Quels seront les prix des vêtements en boutique? Plutôt friperie, plutôt luxe ou peu onéreux? Je suis en train de créer des grilles tarifaires de vente qui sont vraiment adaptées à la qualité du vêtement. C'est-à-dire que je ne vais pas vendre au même prix un petit débardeur Zara et un débardeur Mugler. C'est typiquement des deux choses que j'ai déjà dans mon stock et forcément je ne vais pas du tout les vendre au même prix. Quoi qu'il en soit, le débardeur Zara restera une bonne affaire par rapport au prix neuf, le débardeur Mugler restera une bonne affaire par rapport à son prix neuf. Ça, c'est des choses qui s'appliqueront à tous les vêtements, sauf si... Allez, rêvons. Si j'ai des pièces luxe, Vuitton, Chanel qui ont pris de la valeur avec le temps, mais pour le moment, je n'ai pas de ça chez moi, donc... Mais sinon, tout sera moins cher que neuf. Tout simplement. Vous comptez faire des zones par prix ou alors au détail? Alors pareil, est-ce que tu parles de zones au sein de la boutique, un peu comme rayon homme, rayon femme, etc. Et du coup, je vais répondre à cette question comme ça. Je sais pas si je vais du coup répondre à ta question, mais je vais répondre de cette façon. Je ne pense pas faire des zones bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, parce que j'ai pas envie de catégoriser les gens, genre tu ne peux pas accéder au rayon haut de gamme parce que ce n'est pas dans ton budget. L'expérience shopping, c'est pas que acheter, hein. Oh, alors je suis vite sur une autre planète, hein. L'expérience shopping, moi c'est comme ça que je vis les choses, c'est pas venir dans un magasin acheter frénétiquement, c'est regarder, toucher des matières, essayer des vêtements. Je vais vous faire un aveu. Sachez que toutes les saisons, je vais très souvent au printemps, aux Galeries Lafayette, au rayon luxe, pour toucher les matières, pour toucher les belles choses. Non mais j'ai pas les moyens de m'acheter des vêtements comme ça. Je vais essayer cette belle robe, je vais passer 10 minutes un peu sympa à dire c'est vrai que la coupe, regarde la matière, les coutures, c'est quand même autre chose. Moi j'ai envie que quand vous veniez chez moi, vous tombiez à la fois sur une robe Zara, à la fois sur une robe Mugler, je vais reprendre cet exemple, et que si vous avez envie d'essayer la robe Mugler 5 minutes dans la cabine, c'est pas dans votre budget, mais si vous avez envie de l'essayer, mais essayez-la. Enfin, j'ai pas envie de catégoriser les gens en fonction de leur portefeuille, donc pareil, je veux bien votre avis en commentaire. Qu'en pensez-vous? Je pense avoir répondu à peu près à tout le monde sur ce sujet-là. Et alors il y a une question qui revient beaucoup, et ça va me briser le cœur de vous répondre, mais c'est la vente en ligne. J'ai reçu plein de questions sur est-ce que la boutique va être à Paris, est-ce que c'est une boutique en ligne, est-ce que si c'est une boutique à Paris, il y aura aussi un e-shop, et je préfère être en totale transparence avec vous, non. Et là je suis quasi catégorique, il n'y aura pas d'e-shop et je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, un e-shop en seconde main, c'est un full-time job parce que c'est pas comme quand tu as des vêtements neufs où tu mets une annonce et puis tu dis voilà ce pull, je fais un shooting photo pour un pull, ce pull je l'ai en 200 exemplaires, j'en ai 30 en XS, j'en ai 30 en S, j'en ai 30 en double XL, etc. La vente en ligne pour la seconde main, c'est un article, une mise en ligne avec tout ce que ça implique. En plus, comment je m'y prendrais? Est-ce qu'il y aurait des articles en ligne et des articles en boutique, ou est-ce que les articles en boutique sont aussi en ligne et du coup je dois être taquée en mode oh là là faut que je retire ce vêtement du rayon parce que la meuf l'a dans les mains mais je suis désolée je viens de le vendre en ligne, enfin c'est très compliqué. Et je voudrais encore revenir sur ce dont je viens de parler, l'expérience shopping qui pour moi est essentiel. Le shopping, c'est essayer, c'est passer un moment en magasin, c'est se déplacer, et ça je veux le vivre avec vous en fait. J'ai besoin que vous touchiez les matières, j'ai besoin que vous soyez séduit par un vêtement qui vous va à la perfection et pas par un vêtement sur un cintre, sur un site internet. C'est hyper important pour moi. Et en plus mon dernier argument, je vais vous l'exposer, je vous ai expliqué tout à l'heure que selon moi les boutiques vintage proposaient beaucoup de vintage, de vêtements très anciens, et moi je veux proposer des vêtements récents, donc je veux toucher une clientèle qui va sur Vinted et je veux répondre à cette problématique sur Vinted qui est on peut pas essayer, on peut pas retourner, enfin on peut pas changer d'avis, souvent on achète, ça arrive à la maison, ça ne va pas, on se retrouve avec une pile de fringues Vinted achetées qui ne nous va pas, qui finalement encombre. On se retrouve aussi à vouloir mutualiser les frais de port, donc on va acheter 3 vêtements alors qu'on en voulait un sur la boutique d'une vendeuse et en fait voilà on se retrouve avec du superflu et moi c'est ce que je ne veux pas. Moi je vais vous proposer d'acheter un vêtement que vous avez touché, que vous avez
avez aimé, vous avez eu un coup de cœur sur Sainte, vous l'avez essayé, vous vous êtes rendu compte que ça vous va comme un gant et que ça doit aller dans votre dressing tout de suite, et je veux que vous rentriez chez vous avec le vêtement sans aucun regret en fait. C'est aussi simple que ça. Et en plus, j'aurai un dernier argument qui est que comme je propose des vêtements issus d'un tournage, je n'ai pas du tout envie que les gens se jettent dessus sur internet en les achetant comme ça frénétiquement parce que ça vient d'un film qu'ils ont adoré et en fait se retrouver avec le vêtement chez eux à dire bah je l'aime pas tant, je le porte pas. Or, avec Sarah, on a créé cette entreprise pour répondre à la problématique de tous ces vêtements qui ne sont pas portés. On veut que des vêtements qui ne servent pas servent, tout simplement. Donc du coup, je suis désolée pour toutes les personnes qui n'habitent pas à Paris. J'ai conscience que, une fois de plus, vous n'êtes pas inclus à un projet. Néanmoins, j'ai aussi l'espoir que je fasse partie de vos plannings quand vous venez séjourner à Paris. Et ça, c'est l'Auvergnate qui vous dit ça. Et puis là, je m'emballe un petit peu trop, j'en ai bien conscience, mais je vais vous faire une confidence. En cas de succès, je n'exclus absolument pas du tout l'idée d'ouvrir une deuxième boutique, pas à Paris. Et donc d'ouvrir des boutiques en région. Mais ça, c'est après. Il y a un sujet qui est revenu et je dois vous le dire, ça me touche énormément, c'est le sujet du recrutement. Alors ça c'est fou. Parce que, en fait, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'embauchais. Ça me touche trop. Ça me touche trop parce qu'il y a postuler à un job parce qu'on a besoin de travailler et de gagner de l'argent, ça c'est un fait. Et il y a dire j'adorerais bosser avec vous, j'adore le projet, je trouve ça génial et sincèrement, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche. Et du coup, pour répondre à cette question, est-ce qu'on compte embaucher? Oui. C'est encore malheureusement un peu tôt pour vous dire oui postulez parce que pour l'instant vous l'avez compris on n'a pas de rentrée d'argent donc nous on se paye pas ça évidemment donc on n'a même pas les moyens de payer quelqu'un mais à l'ouverture de la boutique je pense qu'on aimerait très vite avoir quelqu'un en surface de vente, je pense qu'on aimerait beaucoup à long terme bien sûr former quelqu'un pour faire les collectes, c'est sûr qu'on aimerait s'entourer de plein de gens maintenant pour l'instant il faut que on ait des rentrées d'argent pour pouvoir payer les gens en tout cas je vous tiendrai au courant quand ce sera le moment de postuler, mais sachez que vraiment, c'est un truc qui me touche de ouf. J'ai tellement fui les ambiances de travail de merde que de savoir que je ne donne pas l'impression d'en être une, c'est bouleversant pour moi, je vous jure. Et alors ensuite, je vais répondre à plein de questions un peu random, donc plein de petites questions comme ça qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Si jamais le projet tombe à l'eau, on n'espère pas... Moi non plus. Qu'allez-vous faire du stock que vous avez? Et c'est vrai que ça fait partie des scénarios catastrophes qu'on a, à vrai dire. Je pense qu'on fera peut-être une vente éphémère, un pop-up store ou un truc où on essaiera d'en vendre un maximum pour récupérer notre investissement. Et puis ce qui reste, je pense qu'on donnera à des associations, enfin à mon avis. Alors on me demande aussi... Ne penses-tu pas faire concurrence au stock de location de costumes? Mais pas du tout. Mais absolument pas, parce qu'on fait pas du tout le même métier. Alors déjà, les loueurs de costumes, la plupart sont réservés aux professionnels du domaine. Donc vous, demain, vous avez une soirée costumée, vous n'avez pas accès à ces vêtements-là. Il y en a qui sont accessibles au public, mais ils sont peu nombreux. Ensuite, moi, je ne propose pas de location. Donc non, vraiment, je ne fais pas du tout concurrence au stock de location de costumes. Mais mon rêve, c'est que des costumières viennent se fournir chez moi. Toujours dans une démarche écologique et un cercle vertueux, bien sûr que j'en rêve. Ça c'est clair. Autre question random, est-ce que vous avez des goodies? Alors... Alors cette question elle est chère à mon cœur déjà parce que la personne qui la pose est chère à mon cœur. En fait c'est une de mes meilleures amies qui demande ça et du coup elle sait très bien pourquoi elle demande ça. Alors, elle me demande ça parce que vraiment, si vous me suivez depuis très longtemps sur les réseaux et YouTube, je pense, j'en ai déjà parlé, j'ai une vraie passion pour le merchandising, les produits dérivés, tout ça, c'est vraiment une passion. Et il y a un système très inspiré des modèles américains que j'ai envie d'appliquer à la loge. En fait, aux États-Unis, il y a plein de shops, genre dès que la marque fonctionne bien, il y a des produits dérivés. Je vais vous donner un exemple. À New York, il y a Levain Bakery, donc c'est une pâtisserie qui fait des cookies. Et donc, quand tu vas à la pâtisserie, tu prends ton cookie, ils servent du café et tout. Mais du coup, Levain Bakery, c'est tellement une institution qu'ils ont créé, tu peux acheter ta casquette, tu peux acheter ton mug. Et ça, c'est un truc qui est très très fréquent aux États-Unis. La moindre entreprise qui fonctionne un peu et dont le nom est un peu connu, hop, tu peux acheter le t-shirt, la casquette et tout. Et je dois avouer que je suis un peu sensible à ça parce que j'aime les trucs d'appartenance à un groupe et plus encore, j'avoue que, ça je l'avais déjà dit dans un vlog, j'adore les boutiques souvenirs de
de tout. Et j'adore les boutiques souvenirs, mais avec des propositions pertinentes. Si on va dans le domaine de Marie-Antoinette à Versailles, il y a là vraiment la boutique souvenir Marie-Antoinette, et ils vendent que des choses très mignonnes, axées autour de la rose, qui a un rapport avec Marie-Antoinette, qui dans une esthétique très Marie-Antoinette, et j'adore, je me rappelle, avec la personne qui pose la question, on y avait été, j'ai acheté des limes à ongles Marie-Antoinette, franchement je peux pas vous expliquer pourquoi, ça me mindfuck. Donc, bien sûr qu'au plus profond de mon cœur, je rêve, littéralement, de la casquette, la loge, la veste, la loge. Je sais que nos combis, les gens les adorent. Il y a même des gens dans les commentaires qui disent « je rêve de la combi ». Moi aussi, je rêve que tout le monde ait la combi. J'adorerais créer du merchandising la loge. Mais c'est un peu illogique de vouloir récupérer des vêtements et d'être dans une démarche vertueuse et écologique et créer des vêtements de toutes pièces pour mettre la loge dessus. C'est un peu couillon. Donc, j'aimerais trouver une solution intelligente, comme par exemple récupérer des dead stock de suites, donc c'est-à-dire que c'est des invendus, c'est des trucs qui sont déjà produits, donc je récupère et puis je fais des flocages, je fais des broderies, je rajoute la touch, la loge à ces produits pour leur donner de la valeur du coup. C'est une forme d'upcycling mais sans faire de modification. Mais voilà, il faut que ce soit intelligent. Quel est le film le plus célèbre où vous avez récupéré des vêtements? Alors, le film le plus célèbre, une bonne question ça. Sachant que la moitié des stocks que nous avons, les films sont pas sortis, donc on peut pas trop évaluer leur célébrité. Je dirais que La fille d'un grand amour avec François Damien est déjà sorti et je crois qu'il a eu pas mal de succès. Et par contre, dans le stock que nous avons déjà, mais dont le film n'est pas sorti encore, il y a un film qui est très attendu apparemment pour 2025, donc je peux pas en dire plus. Je crois en toi, plein de force, Popinette. Alors ça... Ça c'est mes copines de longue date, ça c'est mes copines de l'époque où j'étais éducatrice spécialisée, et de voir qu'elles sont encore là en soutien, merci Sylvie, ça fait chaud au cœur ça. Alors il y a une question qui m'a pas été posée et je trouve ça fou parce que elle avait été posée pendant les vlogmas sous les commentaires, mais je trouve ça fou que personne me l'ait demandé dans la FAQ. Je vais y répondre quand même parce que c'est l'identité du projet. Est-ce qu'on va mettre le nom de l'œuvre sur l'étiquette? Est-ce que le client va pouvoir savoir d'où provient le vêtement? Mais absolument. C'est pour ça qu'il y a toute une organisation autour des collectes. C'est de bien organiser les vêtements dans des box en fonction du projet pour ne pas perdre et surtout ne pas mélanger. C'est que vous, dans la boutique, sur l'étiquette de prix, vous allez surtout voir de quel film, quel projet, quelle publicité, quelle pièce de théâtre, quelle série vient le film. Et donc ça me paraît essentiel. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. J'espère que j'ai bien répondu. Encore une fois, merci d'être autant présent, merci de recevoir aussi bien le projet. C'est hyper excitant maintenant de savoir que vous êtes tous avec moi, que tout le monde espère que ça fonctionne. C'est vraiment très motivant. Encore une fois, si vous êtes une production, un costumier, costumière, si vous travaillez sur des tournages, sur des spectacles au théâtre, n'hésitez pas à contacter la Loge Collecte, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là. Moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines sur YouTube pour une prochaine vidéo. Voilà, on continue à garder ce petit rythme qui j'espère vous convient. Ciao!